Bienvenue mes amis. Je vais vous raconter une histoire, l'histoire la plus longue de l'humanité. Une histoire qui est loin d'être terminée. Tout a commencé par la contemplation de notre merveilleux univers. Qui n'est pas fasciné par l'observation du ciel étoilé? Vous ne vous demandez jamais ce qu'il y a là-haut? Quelle est notre place dans le cosmos? Depuis l'aube des temps, nous nous posons toutes ces questions. C'est pour y répondre qu'est née la première des sciences, l'astronomie. La connaissance humaine est le reflet de l'histoire de cette science. Certaines étapes du développement de l'astronomie constituent de véritables jalons qui ont influencé tous les domaines du savoir. Nombreux ont été ceux qui ont contribué à la développer et, en toute humilité, je suis l'une de ces personnes. Alors profitez du spectacle. À l'époque préhistorique, nos ancêtres contemplaient le lever et le coucher du soleil qui apparaissaient à l'horizon comme une goutte de liquide au milieu de magnifiques nuages rouges. Ils observèrent son mouvement et remarquèrent que suivant les époques de l'année, le soleil se lève et se couche en différents points de l'horizon. Au printemps, il se lève à l'est et se couche à l'ouest. L'été, il se lève et se couche un peu plus au nord. En automne, à nouveau, il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et l'hiver, il se lève et se couche quelques degrés plus au sud. Pour enregistrer ces mouvements, ils construisirent des observatoires qui restent aujourd'hui des monuments extraordinaires, comme celui de Stonehenge en Grande-Bretagne. On peut encore y voir les immenses pierres dressées qui leur permettaient de suivre l'évolution du lever et du coucher du soleil aux diverses époques de l'année. Au Pérou, l'Intihuatana, à Machu Picchu, est une structure monolithique utilisée jadis pour prévoir ou déterminer les solstices et les équinoxes, c'est-à-dire les saisons et par conséquent les époques des semailles et des moissons. L'absence de pollution lumineuse a permis à nos ancêtres de devenir d'excellents observateurs du ciel nocturne. Ils remarquèrent que les étoiles se déplaçaient à l'unisson d'est en ouest, en conservant leur position relative. Si 3 d'entre elles formaient une figure géométrique, celle-ci restait immuable durant des générations. Ils associèrent les formes dessinées par les étoiles dans le ciel à des figures humaines, animales ou à des objets familiers. Nous leur devons les constellations connues de tous, telles que la Grande Ourse ou Grand Chariot, la Petite Ourse ou le Scorpion. Pour mémoriser ces images, ils inventèrent des histoires fantastiques. L'aigle poursuit le cygne en plein vol. L'archer, le Sagittaire, poursuit le Scorpion qui blessa un jour Hercule.
Mais le ciel n'était pas seulement une source d'histoire imaginaire. Il avait pour nos ancêtres une utilité pratique. Ils avaient remarqué, par exemple, que l'étoile la plus lumineuse de la Petite Ourse reste à la même place toute la nuit. Ils l'utilisèrent donc comme point de repère pour s'orienter. Nous l'appelons aujourd'hui Polaris, ou étoile polaire, parce qu'elle nous indique toujours le pôle Nord. Au cours de leurs observations nocturnes, ils firent une découverte incroyable. Quelques-uns de ces points lumineux ne conservent pas leur position. Ils se déplacent à travers le ciel, passant d'une constellation à l'autre au fil de l'année. Les anciens Grecs les appelèrent planètes, ce qui signifie errantes, en raison de leurs imprévisibles trajectoires parmi les étoiles. Dans cette liberté de mouvement, les anciens virent un pouvoir divin. Ils attribuèrent donc à ces objets célestes les noms de leurs divinités. Par exemple, Mars, dieu de la guerre, Saturne, dieu du temps, ou Jupiter, chef des dieux, en raison de son immense taille. La plupart des cultures anciennes pensaient que le ciel était une voûte de cristal, sur laquelle étaient posés les corps célestes. Les étoiles étaient censées y être solidement fixées, tandis que le Soleil, la Lune et les planètes se déplaçaient le long d'une bande appelée zodiaque, comme les véhicules se déplacent sur une autoroute. Le Soleil conserve sa position sur la ligne centrale de cette bande, alors que la Lune et les planètes se déplacent tantôt au-dessus, tantôt au-dessous. Outre ce mouvement sinueux, il arrive que les planètes effectuent un étrange demi-tour et avancent dans la direction opposée. De nombreux penseurs se sont creusés la cervelle pour trouver la cause de ce phénomène étrange, jusqu'à ce que les astronomes grecs trouvent enfin une interprétation ingénieuse. Ils conclurent que les planètes ne se déplaçaient pas sur la sphère de cristal, mais sur un cercle contenu dans la sphère appelé épicycle. Les planètes se trouvent ainsi parfois hors de la sphère, se déplaçant dans le même sens que les étoiles, et parfois à l'intérieur de celle-ci, se déplaçant en sens contraire. La théorie géocentrique des épicycles était si complète qu'elle permettait de calculer à l'avance la position des planètes à toute époque de l'année. Cette théorie, aussi ingénieuse soit-elle, était entièrement fausse. Les savants de l'Antiquité, par l'analyse, le calcul et le raisonnement, ont néanmoins fait des découvertes surprenantes. Par exemple, au IIIe siècle avant notre ère, Ératosthène réussit à mesurer avec une certaine exactitude le diamètre de la Terre, sans aucun moyen technologique, et cela sans sortir même d'Égypte. Il y est parvenu en mesurant l'ombre d'un piquet planté dans le sol à Alexandrie, sachant qu'exactement à la même heure, dans une ville plus au sud, aucune ombre n'était projetée par le même piquet. Ah, qui ne souhaiterait pas être aussi intelligent que cet homme ? Au IIe siècle de notre ère, l'astronome alexandrin Claude Ptolémée a largement développé la théorie des Égyptiens. Le système ptolémaïque était si complexe que seules quelques personnes au monde le comprenaient entièrement. Malgré cela, l'Église catholique en a fait un dogme, largement accepté pendant plus de 1000 ans. Durant cette période, la connaissance scientifique en Europe fit peu de progrès. De nombreuses découvertes de l'Antiquité n'étaient plus accessibles pour le monde chrétien. Les connaissances astronomiques des anciens babyloniens, égyptiens et grecs
furent recueillis par les Arabes qui inventèrent des instruments, comme l'astrolabe. En 1543, le chanoine polonais Nicolas Copernic s'éleva contre le modèle géocentrique de Ptolémée, en raison de la difficulté qu'il présentait pour effectuer des calculs mathématiques. Après une profonde étude, il conclut que ce système reposait sur une erreur et proposa une interprétation plus simple. L'essence de son système réside dans l'affirmation que la Terre n'occupe pas la place centrale de l'univers, mais qu'elle n'est que l'une des planètes tournant autour du Soleil, véritable centre de l'univers. Cette affirmation, dans un monde dominé par le pouvoir de l'Église, était considérée comme un blasphème. Copernic ne subit néanmoins aucune persécution de la part de l'Église, car lorsqu'il publia enfin sa théorie, il se trouvait déjà sur son lit de mort. L'enseignement et la diffusion de cette théorie furent toutefois interdits, et ses adeptes poursuivis par l'Inquisition. En 1582, l'Église, l'un des principaux opposants de cette théorie, réalisa pourtant la réforme grégorienne du calendrier à partir de calculs fondés sur ce système. Le système de Ptolémée, comme celui de Copernic, reposait sur la présomption du mouvement circulaire des corps dans le système solaire. Cette présomption était imposée par des motifs religieux. L'univers étant l'œuvre de Dieu, il devait être parfait. Or, le cercle représentait alors la courbe parfaite. Après une vie entièrement consacrée à l'étude des mouvements planétaires, Johannes Kepler conclut que les orbites n'étaient pas circulaires, mais elliptiques. Cette découverte d'une portée considérable fut publiée en 1609. Cette même année, un Toscan nommé Galileo Galilei regarda pour la première fois le ciel à travers une lunette. Il s'agissait d'une petite longue-vue primitive qu'il avait fabriquée lui-même. Un jouet comparé aux instruments actuellement utilisés dans nos observatoires. Cette lunette lui permit toutefois de faire d'étonnantes découvertes. Galilée eut la surprise de voir la surface de la Lune parsemée de cratères, de montagnes, de vallées et de falaises, et il parvint à calculer l'altitude des sommets les plus élevés à partir de la longueur de leur ombre projetée sur la surface. Il découvrit que Vénus avait des phases, comme la Lune, mais dont les formes étaient explicables par la théorie de Copernic, et non par la théorie géocentrique de Ptolémée. Il observa aussi 4 satellites en orbite autour de Jupiter, comme les planètes tournent autour du Soleil. Les plus proches effectuant leur révolution en un temps plus court que les plus éloignés. Après plusieurs mois d'observations et de notes, il put établir les périodes de rotation de chacun d'eux. S'il ne put discerner les anneaux de Saturne à l'aide de son instrument rudimentaire, il établit que cette planète n'était pas une simple sphère comme les autres, ouvrant la voie aux observateurs ultérieurs qui décrivirent précisément son extraordinaire système d'anneaux. Il découvrit des taches sombres à la surface du Soleil et démontra par des arguments logiques ou fondés sur l'observation qu'elles n'étaient ni une illusion d'optique, ni des corps étrangers passant devant le disque solaire, mais de véritables taches à sa surface, réfutant le postulat aristotélicien affirmant que les corps célestes étaient immaculés. Il découvrit que la Voie lactée n'était pas une tache brumeuse, contrairement à ce que l'on croyait depuis la nuit des temps, mais qu'elle était composée d'innombrables étoiles si lointaines qu'on ne pouvait les distinguer à l'œil nu. Ces découvertes encouragèrent de nombreux observateurs à fabriquer leurs propres instruments, inaugurant une ère de perfectionnement de la lunette et l'émergence d'une remarquable génération d'observateurs du ciel. En un rien de temps, ils conçurent des instruments si puissants qu'ils permirent de cartographier très précisément la Lune, de découvrir des satellites autour de Saturne et de percevoir des détails tels que la séparation de ses anneaux.
Jusque-là, l'astronomie se limitait à analyser et étudier les événements célestes, tandis que la physique étudiait les phénomènes terrestres. En 1687, les fondements de cette approche furent profondément ébranlés par la publication des principes mathématiques de la philosophie naturelle d'Isaac Newton. La théorie de la gravitation universelle, décrite dans cet ouvrage, associait physique et astronomie, de sorte que le même traitement mathématique était appliqué à la chute d'une pomme et à l'orbite de la Lune autour de la Terre. Ce fait eut une influence considérable sur la pensée humaine, car de même que Copernic avait délogé la Terre du centre de l'univers, Newton lui refusait tout traitement physique spécial de ces phénomènes et la plaçait sur un pied d'égalité avec les autres corps célestes. Peu après la publication de sa théorie de la gravitation universelle, Newton présenta devant la Société royale d'astronomie de Londres le premier télescope. La lumière ne traversait pas une lentille. Elle était réfléchie par un miroir concave vers un autre miroir plan incliné, qui projetait à son tour l'image dans l'oculaire. Cette avancée était très importante dans la mesure où elle permit de fabriquer progressivement des télescopes plus grands et plus efficaces. L'étude du ciel n'était pas seulement motivée par le désir d'accroître les connaissances. Elle avait aussi des raisons pratiques. L'observatoire de Greenwich, par exemple, fut fondé en 1675 pour développer une méthode astronomique permettant aux marins de calculer la longitude, c'est-à-dire leur position par rapport au méridien. La latitude, position relative à l'équateur, était plus simple à déterminer à partir de la hauteur de l'étoile polaire. Au milieu du XVIIIe siècle, l'observation des étoiles devint une mode. Compte tenu des limites de l'œil humain, il fut nécessaire d'inventer des instruments de plus en plus grands. Cela suscita une explosion de la production des télescopes à miroir. Les premiers étaient encombrants et se manipulaient comme des navires à voile, à l'aide de poulies, harnais, cordes et de nombreux hommes pour les actionner. Avec un télescope à miroir de sa propre fabrication, William Herschel commença à étudier la disposition des étoiles dans le ciel et conclut que la Voie lactée avait la forme d'un disque extrêmement dense en son centre et s'affinant graduellement vers sa périphérie. Au cours de ses recherches, Herschel fit une découverte inattendue. Il pensa tout d'abord qu'il s'agissait d'une comète. Mais en calculant son orbite, il comprit qu'il avait découvert une nouvelle planète. Il la baptisa Uranus. Cette découverte, grâce à un télescope, fut l'un des plus grands événements de l'histoire de l'astronomie, car personne n'avait jamais rien découvert de tel. De nouveaux instruments, toujours plus puissants, et de nouvelles techniques d'observation virent le jour, accompagnant l'irrépressible succès de l'astronomie. L'avènement de la photographie au milieu du XIXe siècle représenta une autre avancée. Le ciel pouvait désormais être décrit de manière bien plus objective. Il ne dépendait plus de la fantaisie de l'observateur, ni de son talent de dessinateur. D'éblouissantes images des corps célestes furent prises pour la première fois. Et plus important, l'invention de nouvelles techniques photographiques conduisit à la découverte de nouveaux astres, des comètes et des astéroïdes. Le spectroscope fut inventé. Il permet de connaître à distance la composition chimique des corps célestes, les atomes de chaque élément absorbant des fréquences déterminées du spectre électromagnétique. L'utilisation de cette technique conduisit à la découverte de l'élément hélium, qui doit son nom au dieu grec du soleil, parce qu'il fut détecté pour la première fois dans les couches extérieures de notre étoile.
Au cours des premières décennies du XXe siècle, le physicien Albert Einstein révolutionna notre conception de l'univers avec sa célèbre théorie de la relativité. Pour Newton, l'espace et le temps étaient deux constantes formant un système immuable de référence dans lequel s'insèrent tous les événements. Einstein démontra que le temps et l'espace ne sont en réalité qu'une unité indivisible. Le continuum espace-temps qui peut se dilater ou se contracter, la seule constante étant la vitesse de la lumière. En outre, il déclara que la gravité n'était pas une force agissant entre les corps, comme l'avait prétendu Newton, mais la conséquence de la déformation de l'espace due à la présence de la masse. À l'échelle humaine et planétaire, la théorie de Newton, tout comme la mienne, offre des résultats équivalents. Mais ce n'est pas le cas dans d'autres domaines. En ce qui concerne les trous noirs, ou à l'échelle subatomique, nous avons découvert que la mécanique de Newton ne peut expliquer les phénomènes incroyables que nous observons dans l'espace. En 1917, dans un endroit appelé Mont Wilson, en Californie, qui bénéficie d'une faible pollution lumineuse et d'un ciel dégagé la majeure partie de l'année, fut installé un très grand télescope d'un diamètre de 2,5 mètres. 2 ans plus tard, Edwin Hubble, observateur sérieux et rigoureux, vint y travailler. Il se lança dans une étude approfondie des nébuleuses lointaines. Après avoir effectué une classification que nous utilisons encore et calculé la distance de certaines d'entre elles, il confirma une ancienne intuition. Certaines nébuleuses sont en fait des univers-îles, des groupes d'étoiles ou de galaxies semblables à notre Voie lactée, situées à des distances immenses. Edwin Hubble nous fit ainsi passer de la conception d'un univers essentiellement composé d'étoiles à un univers constitué de galaxies. Par l'application de techniques spectroscopiques, il déduisit que les galaxies s'éloignaient les unes des autres. En d'autres termes, que l'univers est en expansion. C'est cette conclusion qui est à l'origine de la conception actuelle de la naissance de l'univers. Si l'univers est en expansion, il nous suffit de reculer dans le temps pour le voir se contracter jusqu'à n'être rien de plus qu'un minuscule point. Ce point est le début de toute chose, le Big Bang, le moment où sont nés l'espace et le temps. En 1931, le physicien américain Karl Jansky découvrit que la Voie lactée, comme un émetteur radio, émettait des ondes que l'on pouvait capter sur Terre. Pour cela, il construisit sa propre antenne, une immense structure de tubes métalliques montée sur des pneus d'automobile, et qui fut baptisée manège de Jansky, car elle pouvait tourner dans toutes les directions. Sa découverte a marqué le début de la radioastronomie et de l'observation du ciel dans les bandes non visibles du spectre électromagnétique, loin de toute source lumineuse. Nous pouvons aujourd'hui voir l'univers, capter ses ondes radio, mais aussi l'étudier au moyen de l'astronomie infrarouge, en percevant le rayonnement X émis par les corps célestes, en mesurant leur rayonnement ultraviolet et en détectant les rayons gamma de très haute énergie. Ces nouvelles fenêtres sur l'univers nous ont permis de découvrir d'étranges objets et des phénomènes cosmiques qui seraient autrement passés inaperçus. Aujourd'hui, par exemple, nous pouvons entendre l'explosion du Big Bang, aussi appelé fond diffus cosmologique, écho des premiers instants de l'univers, ou détecter les quasars, sources radio très lointaines, capables de produire l'énergie équivalente à celle d'1 milliard de soleils. Nous pouvons observer les pulsars, immenses toupies de la taille d'une planète, qui tournent à la vitesse vertigineuse de 500 tours par seconde.
et émettent des radiations intermittentes, comme le faisceau d'un phare. Tous les pulsars ne sont pas détectables, bien sûr. Nous ne connaissons que ceux qui émettent leur lumière dans notre direction. Nous avons également localisé des trous noirs, dont les gigantesques champs gravitationnels aspirent tout ce qu'ils trouvent sur leur passage, y compris la lumière, raison pour laquelle nous ne pouvons pas les voir. Et nous avons découvert des planètes en orbite autour d'étoiles lointaines qui constituent peut-être des systèmes solaires semblables aux nôtres. Nous disposons actuellement de télescopes de grande taille, comme le Grand Télescope des Canaries, équivalent à un miroir de plus de 10 mètres de diamètre. Grâce à la précision de l'informatique, nous pouvons obtenir une image unique à partir de plusieurs télescopes séparés, comme à l'Observatoire européen austral, au Chili, où la lumière provenant de 4 télescopes de 8 mètres est acheminée par un système de tunnels et de miroirs pour former une seule image, aussi nette que celle d'un unique télescope bien plus grand. Mais l'atmosphère est un filtre qui retient la majeure partie des radiations du spectre électromagnétique. Au cours des dernières décennies, le développement des technologies spatiales nous a permis de voyager au-delà de l'atmosphère, de mettre en orbite des observatoires spatiaux et de capter d'émouvantes images de la Terre vues de l'espace. Mais surtout, des images de l'univers qui auraient été, il y a quelques années à peine, pure utopie. Il y a seulement un siècle, les astronomes n'auraient jamais imaginé que nous pourrions un jour assister à la naissance de nouvelles étoiles, qui, comme dans une salle d'accouchement, naissent d'étoiles plus âgées et plus lourdes, certaines mourant à la naissance et explosant en supernova. Nous ne pouvons assister à ces événements que grâce aux images transmises par les télescopes spatiaux, comme Hubble qui a pu détecter les galaxies les plus lointaines que nous connaissions, ou Spitzer qui scrute l'univers de son regard infrarouge. Il y a 100 ans, personne n'aurait pu se douter non plus que nous pourrions voir le cœur de notre galaxie en perçant le bouclier opaque de poussière cosmique et y découvrir un trou noir entouré de gaz à des températures de plus de 20 millions de degrés. Nous le devons à une radiographie du ciel prise par le télescope XMM Newton, placé en orbite autour de la Terre. Très chers amis, beaucoup de temps a passé entre le jour où Galilée a regardé pour la première fois à travers sa lunette en 1609 et aujourd'hui. Nos instruments ont énormément progressé. Mais à l'avenir, quel télescope utiliserons-nous pour regarder le firmament? Et que nous permettront-ils de voir? Plusieurs projets sont déjà en cours pour la prochaine génération de télescopes, dont les dimensions seront réellement impressionnantes. Imaginons un miroir de 30 mètres de diamètre, 3 fois plus grand que le plus grand existant actuellement. Ce n'est pas un rêve. Il s'agit du TMT, le télescope de 30 mètres, projet conçu et développé par plusieurs universités des États-Unis et du Canada, qui devrait entrer en service en 2018. Le ELT, télescope extrêmement large, est un projet européen encore plus important, avec son miroir principal mesurant 42 mètres de diamètre, et qui devrait entrer en service à la même période que le TMT. Et ce n'est pas tout. Un télescope encore plus grand est actuellement en projet. L'OWL, IBOO en anglais, télescope géant. Monstre technologique dont le miroir mesurerait 100 mètres de diamètre, pèserait 15 millions de tonnes et nécessiterait plus de 100 000 moteurs pour le manipuler. Le successeur de Hubble est déjà en construction. Le télescope James Webb disposera d'un miroir 3 fois plus grand que son prédécesseur et tournera autour de la Terre à une distance de plus d'1,5 million de kilomètres. Avec les instruments dont nous disposons, nous sommes parvenus à détecter des explosions correspondant à l'éclat de millions d'étoiles dans des galaxies lointaines. Elles sont si éloignées
que la lumière intense qu'elles émettent peut mettre plusieurs milliards d'années pour atteindre la Terre. Cela signifie que ce que nous voyons actuellement est arrivé dans un très lointain passé. À l'avenir, les astronomes espèrent que leurs instruments leur permettront de voir des objets encore plus lointains, situés aux confins de l'univers, c'est-à-dire d'assister à la naissance de l'univers qui s'est produite il y a environ 14 milliards d'années. Ils espèrent aussi, bien sûr, observer en détail des événements se produisant sur les planètes d'autres soleils, dont nous ne connaissons pour le moment l'existence qu'indirectement. Et peut-être un jour, sur l'une de ces lointaines planètes, pourrons-nous découvrir une certaine forme de vie, voire, qui sait, une vie intelligente, les habitants d'autres mondes, compagnons de voyage dans notre vaste et merveilleux univers. Comme vous l'avez vu, et je suis sûr que vous serez d'accord, l'astronomie a parcouru un long chemin au cours de son histoire. Mais il reste beaucoup à découvrir. Elle utilise des méthodes scientifiques pour acquérir des connaissances et développer des théories qui peuvent être réfutées et remplacées par d'autres en offrant une plus vaste portée descriptive et plus de précision dans leurs prédictions. Beaucoup de gens confondent encore astronomie et astrologie. L'astrologie n'est pas une science. Avec ses soi-disant prophéties et ses horoscopes, elle n'est qu'un ensemble de croyances et de superstitions infondées. Elle nous renvoie à un univers irréel, habité par des forces mystérieuses et inquiétantes, supposées influer sur notre caractère et notre destin, et ignore la majorité des contributions scientifiques de ces 3 derniers siècles. Ne vous laissez pas tromper, mes amis. Gardez l'esprit critique. Et n'oubliez pas, l'histoire continuera tant que vous regarderez les étoiles.